Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystère. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre, une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Quand nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Imaginez que vous ayez été choisi pour répondre à l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Quelle a été la première civilisation sur Terre? La description du poste est simple, mais la tâche est extrêmement difficile.
vous devez déterrer la preuve de la première civilisation officielle du monde. Étaient-ce les Sumériens en ancienne Mésopotamie, ou étaient-ce les anciens Égyptiens répartis le long du Nil? Sans vouloir vous mettre la pression, l'histoire est littéralement entre vos mains. Bonne chance! Puisque vous ne pouvez pas remonter le temps et visiter l'ancienne Mésopotamie pour obtenir les réponses à vos questions, vous devrez rechercher dans les bases de données des musées afin d'obtenir quelques indices. Avant toute chose, nous avons besoin d'une définition de ce qui est considéré comme une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes regroupées et vivant harmonieusement. Il y a certains éléments clés qui, ensemble, font d'un groupe de personnes une civilisation. Comme, par exemple, le domaine de l'urbanisme, autrement dit, la construction de villes, les systèmes d'irrigation et l'écriture. Vous décidez de commencer votre recherche en plongeant profondément dans l'histoire des Sumériens, qui occupent aujourd'hui la position de première civilisation du monde. Maintenant, imaginez être le premier de votre espèce. Cela signifie ne pas avoir d'exemples externes. Cela signifie plutôt partir de zéro. Première chose dont vous aurez besoin, un lopin de terre. Et comme il n'y avait pas de compagnie des eaux actives à cette époque, vous aurez besoin d'un terrain avec un accès facile à l'eau. Donc, les Sumériens se sont installés entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre, dans le sud de la Mésopotamie vers 5000 avant notre ère. Fait amusant, la Mésopotamie se traduit par « la terre entre deux fleuves ». Sur une carte moderne, c'est à peu près là où se trouve l'Irak aujourd'hui. En plus de la terre, une civilisation a besoin de moyens pour obtenir de la nourriture. La civilisation sumérienne a dû faire face à un climat sec et chaud, mais ils ont réussi à faire prospérer l'agriculture dans la région. En détournant les eaux des rivières et en créant des réservoirs et des barrages, les Sumériens ont permis à une série de colonies d'émerger à travers les plaines de Mésopotamie. La célèbre ville de Babylone en faisait partie. Vous savez, la ville qui aurait eu ses jardins suspendus? Je dis supposément parce qu'aucune preuve définitive de l'existence réelle de ce monument n'a été trouvée. Cependant, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique et cité comme un exploit remarquable d'ingénierie dans un livre ancien publié vers 290 avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune trace des jardins de Babylone n'ait été trouvée, les Sumériens étaient reconnus comme des bâtisseurs extrêmement habiles. Leur ville était remplie de constructions en briques de boue, et les plus impressionnantes étaient connues sous le nom de ziggourats, des pyramides à degrés construites à des fins spirituelles. Les Sumériens ont construit un réseau commercial pour compléter les ressources rares et ont commencé à échanger des marchandises avec des civilisations émergentes à proximité, comme l'Anatolie et l'Égypte. Le début du commerce a poussé les Sumériens à développer ce que l'on croit être le premier système d'écriture au monde. Il a commencé comme un système simple, datant probablement de 3400 avant notre ère. Dans ce système, chaque syllabe était représentée par un dessin. Par la suite, il a progressivement évolué en un système d'écriture cursive totalement développé. Ne me crois-tu pas? Jette un œil à cette pièce de l'époque babylonienne. Cette immense plaque de basalte est appelée le Code de Hammurabi. Elle est reconnue comme la première collection de lois écrites de l'humanité. Selon l'histoire, elle a été gravée dans la pierre volcanique vers l'an 1760 avant notre ère. Regarde la précision de ces gravures. C'est assez stupéfiant. Mais le contenu est également surprenant puisque ces 282 règles varient des réglementations commerciales aux lois strictes de la justice. Le fait est que les historiens n'ont pas de consensus sur la question de savoir si les Sumériens ont réellement été les premiers à inventer l'écriture. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des anciens Égyptiens. Arrêtons-nous ici. On pense que les établissements de l'Égypte ancienne ont commencé autour de l'an 5500 avant notre ère, ce qui est antérieur à la civilisation sumérienne. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'une civilisation avait besoin de quelques éléments avant d'être considérée comme telle. L'Égypte ancienne était composée de plusieurs petites cités-États, telles que Memphis, Abydos et Thèbes, disséminées le long du fleuve Nil. Ce n'est qu'en 3000 avant notre ère que l'Égypte fut unifiée sous un seul royaume et dura comme un empire jusqu'à près de 1000 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet, certains experts en égyptologie estiment que ce pourrait être des immigrants sumériens qui ont fondé les premiers établissements égyptiens. La preuve pourrait être la présence de sceaux cylindriques en pierre dure, un objet largement utilisé en Sumer. Ces sceaux servaient à garantir l'authenticité des transactions légales. Mais il est difficile de déterminer si cette méthode a été introduite par des immigrants sumériens ou simplement par le commerce.
Étant donné que la période de temps n'est pas l'un des critères que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est venu en premier, nous devrons nous tourner vers autre chose. Mais quoi? Comme les Sumériens, les Égyptiens étaient également des constructeurs hautement qualifiés. Évidemment, ils ont construit les célèbres pyramides de Gizeh et bien d'autres sur tout leur territoire. Pour améliorer leur technique de construction, ils se sont immergés dans le développement d'une compréhension plus approfondie des mathématiques. Ils ont développé une nouvelle forme de mesure, appelée le coudé, qui était l'équivalent de la longueur d'un bras. La Grande Pyramide, par exemple, mesure 440 coudées sur 440 coudées. Ils étaient également des astronomes innovants, combinant leurs compétences mathématiques avec une observation astronomique attentive. Ils furent la première civilisation à utiliser une division du jour en 24 heures. Et ils ont même créé un calendrier solaire, qui fut le premier système de datation de l'histoire à comporter 365 jours dans une année. D'accord, il est indéniable à quel point ils étaient impressionnants. Mais certains experts disent que le différend doit être réglé par la comparaison de leur système d'écriture. L'écriture hiéroglyphique, le premier style d'écriture égyptien, remonterait à 3000 avant notre ère. C'était une composition de plus de 700 symboles qui étaient engravés dans la pierre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'écriture sumérienne était antérieure à l'égyptienne. Mais une découverte récente faite par des chercheurs de Yale prétend le contraire. Des archéologues ont découvert un panneau de 4 signes qui aurait été écrit vers 3250 avant Jésus-Christ. Oh, et ils ont également trouvé un autre dessin sur roche représentant un éléphant enceinte qui pourrait dater de 4000 avant Jésus-Christ. Maintenant, il existe également une troisième possibilité que moins de gens semblent mentionner, la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de l'Inde antique. Située autour de la région de l'actuel Pakistan et de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus est également un prétendant au titre de plus ancienne civilisation, en raison de l'origine historique incertaine de la collection de textes hindous, connue sous le nom des Upanishads. La civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré autour de 3000 avant notre ère. Mais les archives montrent que les habitants de la vallée de l'Indus commerçaient avec les Mésopotamiens dès 3500 avant notre ère. Attendez une minute, comment est-ce possible? Non, ils n'étaient pas des voyageurs temporels. Ce n'est pas un film de science-fiction. Il y avait déjà des établissements agricoles dans la région qui se développaient lentement en grandes villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro. Les anciennes villes indiennes étaient sophistiquées, remplies de maisons en briques cuites, construites selon un système de grilles. Ces villes anciennes possédaient même des systèmes de drainage et d'égouts qui reliaient la plupart des maisons et utilisaient la gravité pour évacuer les déchets hors de la ville. Elles étaient vraiment avancées. Ils étaient également une civilisation extrêmement religieuse, et les croyances hindoues étaient au cœur de leurs pratiques. Malgré cela, leur ville n'était pas remplie de bâtiments spirituels. En réalité, le bâtiment le plus important de Mohenjo-Daro était un bain public. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas savoir s'ils étaient la plus ancienne civilisation sur Terre? Même si certains historiens soupçonnent que les origines des habitants de la vallée de l'Indus peuvent remonter à 5000 avant notre ère, il n'y a aucune preuve concrète de cela, seulement des spéculations. La meilleure preuve que nous ayons sont les Upanishads. Les Upanishads sont des textes remplis de philosophie, de mantras et de cérémonies. Le fait est qu'une partie des pratiques hindoues consistait à mémoriser et à transmettre la sagesse des Upanishads sous forme orale. Ainsi, il a fallu un certain temps avant qu'elles n'apparaissent sous forme écrite. Eh bien, je dirais que les historiens ne sont pas vraiment sûrs de quelle était la première civilisation du monde. Nous ne pouvons que deviner à ce stade. Mais qui sait quelle nouvelle découverte pourrait révéler? On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires. Un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme, et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Tétinébefu. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient,
le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébéfou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébéfou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun.
De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine,
lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues, et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir,
ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche.
une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer.
Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partageaient de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon.
Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguent les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. Un an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction.
À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux.
Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand.
C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Et oui, tout est plus grand à Las Vegas. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides.
Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements.
Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux.
Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre.